Donc, je vais vous parler astrologie, sachant que c'est déjà 3h05, je vais me dépêcher un peu. Et donc, la question que je vais poser, c'est l'astrologie a-t-elle été falsifiée? Et donc, je vous ai préparé un joli portrait de Karl Popper dans un zodiaque. Vous remarquerez que la citation est fausse, hein, évidemment. Et donc, je vais commencer en remerciant Florian pour son invitation, pour plusieurs raisons, au-delà du fait que ça me flatte et que ça me fait plaisir de suivre à nouveau un cours de philo. C'est vrai que ça m'a obligé, ça m'a permis plutôt, ça a été l'occasion d'aller voir du côté de Popper, dont je savais qu'il avait parlé de l'astrologie dans Conjecture et Réfutation, et je n'avais jamais eu le temps de m'y pencher. Et donc, en visionnant les deux premiers cours, j'ai été amusé de voir ce slide, donc le slide de gauche, quand la psychologie marche trop. C'est un slide que vous avez eu pendant le deuxième cours, je crois, qui était un reproche que faisait Karl Popper à la psychanalyse, au marxisme, etc. Il se trouve que ça a été l'un des moteurs, moi, de ma remise en question quand je croyais en l'astrologie et que j'ai voulu, je dirais, comment dire, remettre tout ça en question, au début pour l'améliorer, et finalement, j'en suis sorti. Et le livre qu'on a avec une personne qui s'appelle Elisabeth Fetty, que Florian avait déjà affiché à l'écran, c'est pour ça que je me permets de le remettre, s'appelle justement L'astrologie, ça marche pro. Donc, je vais vous en parler un petit peu ici. D'abord, on va commencer par un survol historique rapide pour prendre un peu de recul par rapport à l'astrologie elle-même et puis ce qu'on voit habituellement dans les médias. En fait, il y a énormément de choses à dire, mais je vais aller très très vite. Sur la droite, j'ai divisé en quelques périodes qui sont personnelles, on va dire, hein, ce pas des périodes vraiment officielles. Et donc tout commence très très tôt, 2000 ans avant notre ère. En fait, c'est plutôt du côté de la Mésopotamie qu'on peut trouver les origines de l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui, celle qu'on a par exemple dans les horoscopes de presse. Et on va dire que vers 2000 avant notre ère, en Mésopotamie, on commence à vraiment observer le ciel, à se poser des questions, à savoir si les positions des planètes au sein des étoiles annoncent des choses ou pas. Si c'est le cas, alors l'interprétation est que ce sont les dieux qui veulent nous faire passer des messages. Et pour bien comprendre ces messages, il faut qu'on essaye de bien voir quels sont les mouvements des astres. Et c'est ce qui va commencer à obliger à les observer de plus en plus précisément. Et ils vont en venir à faire des précisions du style, mais si Vénus passe en dessous de telle étoile, ça a peut-être un autre sens que si elle passe au-dessus de telle étoile. Et donc, il faut vraiment qu'on regarde ça précisément. Et en fait, il pose un petit peu les bases de l'astronomie de cette manière-là. Et donc, en allant très très vite, vers 500 avant notre ère, c'est là que la notion de zodiaque, que le zodiaque est créé, c'est-à-dire on va dire une bande qui permet de repérer les trajets des planètes dans le ciel, donc étoilé. Et en fait, les planètes, ce qu'on appelle les astres errants en Grèce, ne sortent jamais de cette petite bande. Ensuite, le zodiaque en question est récupéré, va se retrouver en Grèce et il va être transformé. Et donc, c'est vraiment là les bases techniques de l'astrologie qu'on connaît en Europe. Donc, dès 350, on va poser les bases du géocentrisme. Hein. La Terre est au centre du cosmos, il y a des raisons pour ça. Elle est sphérique, on le sait. Et donc, on va étudier les astres vus de la Terre en sachant qu'ils tournent autour d'elle forcément. Ensuite, pendant plusieurs siècles, les Grecs vont essayer de sophistiquer des systèmes de repérage des mouvements des planètes, du Soleil et de la Lune. Ça va se faire en Grèce et plus largement dans ce qu'on appelle le monde hellénistique, c'est-à-dire que suite à la conquête d'Alexandre le Grand, en fait, la culture grecque va bien plus loin que la Grèce, et c'est autour du bassin méditerranéen que l'astronomie va continuer d'évoluer. C'est entre moins 300 et 0 que vraiment les outils qu'utilisent encore des astrologues aujourd'hui sont créés, ce qu'on appelle l'ascendant, les maisons astrologiques ou les aspects. En fait, les astrologues de l'époque vont créer des tas de choses différentes. Il y en a quelques-unes qui vont rester et la plupart des autres vont disparaître. C'est vers 150 de notre ère qu'un astronome va poser les bases pour les 1500 ans à venir, comme on dit, de l'astronomie antique et qui va donc traverser le temps. Il s'appelle Ptolémée, il travaille du côté d'Alexandrie, donc au nord de l'Égypte, et son traité majeur s'appelle Almageste. C'est vraiment le traité d'astronomie qui va traverser le temps. Mais il se trouve qu'il publie aussi un autre livre qui s'appelle la Tétrabible. Et ce livre-là, par contre, c'est un peu une compilation de ce qu'est l'astrologie à son époque. Ce qui va être un formidable argument d'autorité
pour les astrologues pour les siècles à venir. Ensuite, pour aller très très vite, si on traverse le temps du monde chrétien, on va dire, la chrétienté, et en même temps les Arabes qui, autour de l'an 1000, vont vraiment développer le savoir et la continuité de ce qui s'est fait en Europe auparavant. En fait, à ce moment-là, l'Église a une position qui est un peu paradoxale avec l'astrologie, parce que d'un côté, elle la condamne, et de l'autre, l'astrologie est très présente. Et en fait, il faut bien voir que l'astrologie, ce n'est pas toujours distingué de l'astronomie, qui fait que ceux qui prévoient les mouvements des astres font un peu des prédictions aussi. Mais en plus, on pense qu'on peut prévoir peut-être la météorologie selon les positions des planètes, de la Lune. On voit bien que le Soleil influe sur les saisons, donc ce n'est pas totalement faux. Et puis surtout, les médecins, en fait, utilisent les positions des astres, pas forcément pour déterminer les maladies, mais pour déterminer les moments auxquels il faut donner le remède. Ça va déterminer les meilleurs moments. Donc, on va utiliser au moins de l'astronomie pour ce qui est de calculer des positions, mais bon, quelque part un peu de l'astrologie. En fait, ce qui pose vraiment problème donc à l'Église, c'est la question du libre arbitre. Or, si vraiment on peut tout prévoir par les astres, si les astres nous influencent, s'ils jouent même sur notre personnalité, quel libre arbitre reste-t-il? Et en fait, c'est vraiment ça qui va être, on va dire, interdit ou en tout cas contesté pendant cette période-là. C'est-à-dire, les astrologues peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas qu'ils fassent trop de prévisions personnalisées. Ensuite, en allant très très vite, c'est vers 1300-1600, dans la période de la Renaissance, que l'astrologie revient vraiment sur le devant de la scène, qu'on la retrouve un peu partout, que la plupart des souverains ont leurs astrologues, etc. Et c'est vers 1550-1750, en gros, qu'on a ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Donc, Copernic propose son système qui est publié en 1543, qui va placer le Soleil au centre du cosmos. C'est, j'ai envie de dire, publié dans une certaine indifférence, personne y croit vraiment. Le gros point faible de Copernic, c'est qu'il ne propose pas de physique, il est encore dans l'astronomie antique, c'est-à-dire que pour lui, les planètes tournent toujours sur des sphères invisibles, et au lieu d'être centrées sur la Terre, elles sont centrées sur le Soleil. Pour aller très très vite, c'est vraiment l'essentiel du changement de Copernic. Et c'est vraiment plus tard avec Kepler et indirectement avec Galilée que là, on va développer une physique, on va recommencer à poser la question des causes. C'est vraiment le travail de Kepler qui dit, mais pourquoi est-ce que les planètes accélèrent et ralentissent, ce qui était interdit auparavant, et finalement, est-ce que ce n'est pas juste parce que quand elles sont plus près du Soleil, elles vont plus vite, et quand elles sont plus loin, elles vont plus lentement. Et il imagine, c'est le premier à le faire, qu'en fait, une force émane littéralement du Soleil, et que le Soleil va un petit peu pousser les planètes. Et en gros, pour faire le parallèle avec les leviers, plus la planète est loin et plus c'est dur pour le Soleil de pousser la planète. Et donc, il va partir là-dessus au début, loin de la gravitation universelle que va poser Newton, mais c'est réellement l'un des géants sur lesquels sur les épaules desquels Newton va monter par la suite, comme il le dira lui-même. Pour ce qui est de l'astrologie, en fait, elle est assez indifférente au début à ce qui se passe, mais parallèlement à tout ça, au XVIIe siècle, en France et puis probablement un peu à l'étranger aussi, on va avoir un certain nombre de critiques de l'astrologie qui vont être formulées. Alors, au-delà du fait que le système du monde de l'astrologie est juste faux, finalement, qui est quand même quelque chose de grave, en fait, il y a encore beaucoup de superstitions qui sont associées à l'astrologie, et notamment la peur des comètes. Et il y a quelques traités qui vont paraître, qui vont être très critiqués par le monde savant. Mais à côté de ça, ces superstitions sont un peu en concurrence avec la religion. Donc, on a des cardinaux qui vont commander des traités critiques à des savants pour critiquer l'astrologie. Et puis, l'astrologie va être instrumentalisée aussi à des fins politiques pour faire croire qu'on peut prévoir que telle personne va mourir bientôt, que le pouvoir va être abandonné ou des choses comme ça. Et tout ça va se terminer à la fin du XVIIe siècle avec ce qu'on appelle l'affaire des poisons, qui va mêler sorcellerie, empoisonnement, astrologie. Ça va se terminer en procès. Et les astrologues et l'astrologie en général va être en gros interdit de pratique dans le royaume de France. Donc soit les astrologues partent de France, soit ils arrêtent de pratiquer. Ce qui va se passer, c'est déjà que l'astrologie va perdre ses plus grands esprits et qu'elle va tomber un petit peu dans l'obscurantisme au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il va falloir la pratiquer cachée.
Ensuite, il y a vraiment un trou, on va dire, dans tout ce qui est 18e et 19e siècle. Et c'est vraiment vers la fin du 19e, début 20e qu'il y a un renouveau. L'astrologie revient. Alors, ça reste très marginal, mais c'est dans des mouvements qu'on appelle l'occultisme. Et l'occultisme, c'est que Florian avait parlé des sciences occultes déjà, donc c'est vraiment l'expression qu'ils utilisent. Et donc, ces sciences occultes qui viendraient de l'Antiquité, comme la graphologie, comme l'astrologie, la chiromancie, donc lire dans les lignes de la main, les talismans porte-bonheur, des choses comme ça, enfin, c'est tout mélangé. L'astrologie est là au milieu. Et en fait, l'idée à cette époque, c'est de se dire, mais puisque la science réussit tant de choses à prévoir précisément le mouvement des astres, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ces méthodes aux sciences occultes, soit pour faire le tri entre le bon et le mauvais, soit vraiment pour montrer que, contrairement aux apparences, ce sont des sciences. Et donc, ça va vraiment rénover les questionnements, notamment sur l'astrologie. Et c'est à ce moment-là aussi que vont apparaître les représentations circulaires du zodiaque, celles qu'on connaît aujourd'hui. J'ai oublié, je voulais présenter une carte, mais on va faire comme ça. Paf, la carte à droite ici, donc une représentation circulaire. J'en parlerai un peu plus loin. Ce sont des représentations qu'on a l'habitude de voir maintenant, mais qui n'existaient pas en fait au début du XXe siècle. Les représentations étaient carrées, c'était très bizarre. Enfin, c'est très bizarre pour aujourd'hui, ça s'explique. Et le fait de vouloir faire correspondre les représentations à la réalité va faire qu'on va proposer de nouvelles représentations et ça va participer notamment à la popularisation des signes astrologiques. Je reviens où j'en étais. Voilà. C'est vraiment dans les années 30 qu'apparaissent les horoscopes de presse, en tout cas les horoscopes collectifs, qui vont, au bout de quelques années, présenter des classements selon les 12 signes astrologiques, comme on les connaît nous. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'ils ont toujours existé, alors qu'en fait, non, avant les années 30, les horoscopes collectifs, ça n'existe pas. Notamment parce que quand on pratique l'astrologie, on sait que c'est absurde. C'est trop compliqué, on ne peut pas prévoir l'avenir de millions de personnes. Sachant que chaque carte de naissance est très complexe. Mais dans les années 30, ça va se faire, et avec notamment le fait que l'astrologie intègre la presse populaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, il faut prévoir pour des milliers, des centaines de milliers de lecteurs. Et donc, bon, c'est toute une histoire et dont je n'ai pas le temps de développer ici. Mais en tout cas, les horoscopes de presse, ça n'a pas encore 100 ans. C'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60 surtout, que l'astrologie revient vraiment sur le devant de la scène, à cause des horoscopes de presse, mais aussi avec l'arrivée de l'informatique. Il commence à y avoir les premiers programmes informatiques d'astrologie, notamment sur les Champs-Élysées. Alors on en parle beaucoup. Et puis, c'est une période qui est propice au syncrétisme un peu religieux, spirituel, etc. L'astrologie va passer aussi à la radio, à la télé, etc., etc. Il va y avoir énormément de débats d'organiser, donc elle devient vraiment populaire au temps de ce qu'on a appelé l'ère du Verseau, notamment. Mais parallèlement à tout ça, pendant le XXe siècle, la critique scientifique de l'astrologie va être énorme sur un peu tous les plans. Et bon, ça va mettre fin un petit peu à tous les espoirs des astrologues, réellement, quand on rentre dans le détail, que ce soit sur le plan astronomique, expérimental, c'est un peu différent. Elle a été beaucoup testée. Et le résultat pour moi, c'est que l'astrologie va mettre de côté ses prétentions causales, par exemple. Et donc aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun astrologue qui pense qu'il y a une causalité astrologique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de critiques de l'astrologie qui, à ce niveau-là, puisqu'ils ne réclament plus de causalité, ils ne sont plus concernés par certaines critiques. En allant toujours très vite, on va dire que l'astrologie d'aujourd'hui, c'est celle des réseaux sociaux. Ça a déjà été celle d'Internet dans les années 2000. Et là, sur les réseaux sociaux, il semble qu'on la voit de plus en plus. Donc, je ne sais pas si c'est réservé vraiment à une population un peu jeune ou pas. Et elle profite notamment de ce qu'on appelle les mèmes. C'est-à-dire que les mèmes circulent très facilement, qu'ils soient fondés ou qu'ils ne soient pas fondés, en fait. Et il semble que c'est ce qui fait que l'astrologie revient encore, je dirais, en ce moment. On regarde les chiffres, pas plus que ce qu'elle occupait déjà comme place dans les années 80. Donc, si vous voulez approfondir l'histoire de l'astrologie d'un point de vue sceptique, j'ai donné une intervention sur une chaîne YouTube qui s'appelle Les Amis des Sciences. Et donc, je parle de tout ce que je viens d'évoquer en un peu plus de 2 heures, donc ça permet de rentrer beaucoup plus dans les détails. Sinon, qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, c'est ni plus ni moins qu'une discipline qui prétend
qu'il y a un lien qui existe entre les astres et les hommes. Et donc, ce lien permet de décoder un petit peu des événements qui peuvent nous arriver, ou alors de parler de notre personnalité, de ce que nous sommes. Donc, il y aurait un lien invisible entre une dimension cosmique et une dimension humaine. Et donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ce lien? Comment on peut l'examiner, en faire quelque chose? Et bien là, c'est là qu'on rentre dans l'astrologie, et notamment dans sa pratique. Donc, comme je l'ai dit, les horoscopes de presse n'apparaissent pas avant les années 30. Et donc, je le rappelle ici parce que souvent, on se trompe. Et par exemple, si vous allez sur le site de Philosophie Magazine, vous avez un article qui est paru en 2006, moi, qui m'avait marqué à l'époque, parce que ça s'appelle Karl Popper et l'horoscope. Donc, ça parle un peu, évidemment, de la réflexion de Karl Popper sur l'astrologie, pourquoi il en a parlé, la réfutation, etc. Mais à un moment dans le texte, on lit que Karl Popper, donc il le met en situation, il l'imagine à la terrasse d'un café, et donc il lit son journal, et Karl Popper est embarrassé lorsqu'il arrive à la dernière page de son journal, celle des horoscopes, et il se demande qu'est-ce qui distingue une authentique science des pseudosciences plus ou moins charlatanesques. Et ça se passe juste avant les années 20, dans l'article, mais c'est un moment où les horoscopes n'existaient pas. Donc attention, parce que justement, Popper emploie le mot horoscope, mais l'horoscope, c'est un terme qui a plusieurs sens. Il ne renvoie pas forcément aux horoscopes de presse, donc je vais en reparler un tout petit peu après. Donc, eh bien, voilà, tant pis, tout est à l'écran ou presque. Qu'est-ce que l'astrologie? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une d'astrologie, il y en a plusieurs. Quand on rentre dans le détail, il y en a même un certain nombre, et je dirais presque qu'à chaque génération d'astrologues, il y a un astrologue qui crée une nouvelle astrologie. On n'est jamais complètement satisfait de l'astrologie, et donc on pense qu'on peut toujours l'améliorer. Et puis bon, on voit toujours les collègues qui disent beaucoup de bêtises, on ne se rend pas toujours compte de celles qu'on dit nous-mêmes, par contre, ce qui fait que ce n'est pas évident de définir l'astrologie, et donc de critiquer l'astrologie, et puis on va y revenir, de réfuter l'astrologie, s'il y en a plusieurs. Alors, l'astrologie, la grande majorité des astrologues ne réclament pas un don, c'est-à-dire que s'ils prétendent pouvoir vous parler de l'avenir, c'est uniquement parce qu'ils peuvent faire tourner les planètes et voir où elles seront dans 2 semaines, 3 mois ou 6 ans, et selon les positions, en tirer des interprétations. Mais c'est purement technique, et les interprétations elles-mêmes, c'est juste du maniement de symboles. On opère des relations entre différents symbolismes astrologiques qui permettent en général de commenter des événements dont on sait qu'ils vont arriver, mais on peut aussi, pourquoi pas, formuler des prédictions. Il n'y a pas besoin d'avoir un don de voyance ou ce genre de choses. Alors, est-ce que l'astrologie, c'est une croyance? En tout cas, au sens d'un état interne, quelque chose que je ressens, je crois vraiment en l'astrologie, un lien avec le cosmos. Est-ce que je peux ressentir ce lien? Moi, je sais qu'il y a 15 ans en arrière, je pensais que oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en fait, si je l'ai posé là, c'est pour dire que, vu de l'extérieur, on peut vraiment se poser la question, mais pour la plupart des astrologues, l'astrologie ne peut pas être une croyance. En tout cas, pas que, à cause du fait que ça marche très bien. Et donc, on va voir pourquoi ils disent ça. Et donc, je suis raté dans mon ordinateur. Et puis, donc, ce qui fait que les astrologues ont du mal à croire que l'astrologie ne pourrait n'être qu'une croyance, c'est justement tout le matériel astronomique. Donc, ce que vous voyez justement sur cette image, la bande zodiacale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une représentation d'une bande qui est vraiment qu'on peut tracer sur la voûte céleste et dans laquelle on trouve toujours les planètes et le Soleil et la Lune. Et donc, selon où elles se trouvent dans cette bande, qu'on a découpée arbitrairement en 12 parties égales, qui sont ce qu'on appelle les signes astrologiques, eh bien, l'astrologue pourra tirer des interprétations. Et puis, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails, en fait, et donc, par-dessus, on a plusieurs systèmes, en fait, qui se superposent. Exemple, si vous voyez cette flèche-là, c'est ce qu'on appelle l'ascendant, et cet ascendant, c'est le départ d'une autre couronne qui est ici, mais qu'on voit très, très mal, on va dire. Et en fait, on voit les parties de la couronne avec les petits triangles qui sont là. Et si vous les comptez, là, en fait, vous avez la première partie, ce qu'on appelle la première maison, et puis la deuxième, et puis la troisième, la quatrième, etc. Et donc, vous avez ici deux couronnes qui sont superposées. Si vous avez n'importe quel astre, alors que ce soit la Lune, Mars, Vénus, en fait, on peut dire que
comment dire, les angles qu'il y a entre eux par rapport au centre du zodiaque ont un sens qu'il faut décrypter. Exemple ici, la Lune, si vous reliez au centre, ça fait un angle droit avec le Soleil. On va dire que les deux astres sont en carré. Et donc, pour un astrologue, on pourra en tirer des interprétations selon la situation en question. Et donc, pour les astrologues, les astres ne se déplacent pas au hasard. Ils arrivent à un certain moment et donc il faut en rendre compte. Et pour eux, justement, il n'y a pas de hasard en astrologie. Donc, pour eux, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être qu'une croyance. Il y a quelque chose de vrai là derrière. Alors, bien sûr, le problème, c'est que quand un astrologue formule une prédiction, le problème, c'est que ça risque d'influer la personne qui l'entend. Donc, on peut parler de prophétie autoréalisatrice. C'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à gérer. Quand on leur demande de se prononcer là-dessus, en fait, ils ont rien à dire parce que la pratique est très biaisée de multiples manières. Mais, et ça, moi, c'est mon discours depuis des années, et que c'est des questions que je leur pose, mais ils ne répondent pas. Ils ne cherchent pas à intégrer les biais dans leur pratique, ce qui, d'un point de vue déontologique, évidemment, pose un vrai problème. Ce qu'on appelle, à propos de l'effet Oedipe, en fait, c'est Karl Popper, dans le premier chapitre de Conjecture et réfutation, qui donne cet exemple. Ce qu'il appelle effet Oedipe, c'est justement le fait que si vous vous intéressez à la pièce qui décrit, la mythologie, qui décrit la vie d'Oedipe, qui va tuer son père et sa mère, qui va au moins tuer son père, en fait, c'est une prophétie qui lui sera faite, qu'il sera petit, et qui finalement va diriger son destin. Et donc, Karl Popper, en fait, n'emploie pas l'expression prophétie autorisatrice, mais il appelle ça l'effet Oedipe. Pour aller très vite, moi, je pense qu'on peut aller au-delà de ça dans la consultation astrologique en général, et qu'à mon avis, quand l'astrologue rencontre son client, en fait, il y a une forme de séance de brainstorming qui se déclenche. Et en fait, l'astrologue n'est pas tout seul, il va échanger avec son client. Et en fait, le client est là pour venir résoudre un problème qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul ou en demandant autour de lui. Et donc, ils vont essayer de trouver des solutions à ces problèmes, trouver un sens à ce qu'ils traversent notamment. Et tout ça, en fait, ça se fait de façon totalement, j'ai envie de dire, non objective, entre guillemets. Et on est en plein dans l'interaction finalement entre les personnes. Donc, ça va au-delà de prophéties autoréalisatrices quand on parle de l'avenir. Moi, je pense que l'astrologue vraiment essaye d'élaborer des stratégies avec son client. Donc, on est un peu dans du coaching, de la pseudo-psychologie, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment ne pas limiter les questions qu'on pose à une comparaison avec de la voyance, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que l'astrologie? On peut se demander si ce n'est pas l'étude maladroite d'un phénomène qui est réel, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est sain quand on a une approche rationaliste, parce qu'on pourrait très bien dire, mais l'astrologie, ça ne sert à rien de la tester, de toute façon, ce sont des conneries. On peut se dire aussi, il y a peut-être quelque chose de vrai derrière, et donc, testons ça. Et puis, s'il y a quelque chose, on va peut-être avoir une surprise qui ne ressemblera pas du tout à ce qu'en font les astrologues. C'est de cette manière qu'on peut, et qu'il y a eu des tests de l'astrologie pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et donc, ça, c'est intéressant aussi parce que tout dépend quand on parle de l'astrologie, si on parle de la discipline, c'est-à-dire c'est ce que je mets juste après, un savoir-faire pratique, c'est-à-dire qu'une fois que vous montez une carte, comme il y a là en haut à droite, qu'est-ce que vous en faites? Comment on manie cette chose-là? Il y a un vrai savoir-faire, il faut en monter des dizaines, les appliquer à des gens, à des événements pour se familiariser avec. Donc, il y a un savoir-faire de l'utilisation de cet outil-là. La question est, est-ce que cet outil-là renvoie à quelque chose de réel ou pas? Et donc, si on considère l'astrologie comme une discipline pratiquée par des êtres humains, moi, c'est ma définition à moi de l'astrologie, en fait, on traite d'une croyance qui est élaborée à partir d'un outil dont il faut comprendre un peu le fonctionnement et dans lesquels on peut chercher des biais. Donc, moi, c'est ce que je fais. Alors qu'on peut aussi se dire que si c'est une étude maladroite d'un phénomène, en fait, il existe peut-être une influence astrale qui serait causale, même si on pense avoir fait le tour de toutes les causalités possibles. Et dans ces cas-là, je dirais presque que peu importe ce que disent les astrologues. Et donc, comment est-ce qu'on approche, comment on étudie l'astrologie? En fait, la question pratique de l'astrologie, c'est quelque chose de très technique. Et quand on n'est pas un minimum familiarisé, c'est quasiment incompréhensible, quoi. C'est du chinois pour la plupart des gens. Alors moi, je connais le gong, justement, je ne m'arrête pas là.
Mais c'est ce qui me frustrait beaucoup quand je lisais et quand je lis encore les critiques de l'astrologie en général, c'est qu'en fait, on a l'impression d'une vraie boîte noire. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas l'astrologie, on ne sait pas ce qui se passe quand l'astrologue pratique. Quand il va nous sortir une prédiction, c'est difficile de comprendre d'où elle vient, alors que quand on a la technique, on voit comment il fait, et ça donne vraiment d'autres manières de critiquer l'astrologie, de façon en tout cas un peu plus pointue. Et moi, la question technique me permet de pouvoir appliquer mes critiques à peu près à toutes les astrologies, alors qu'elles sont souvent très différentes les unes des autres, puisqu'il y a même certaines astrologies qui se sont montées en contradiction avec d'autres astrologies. Donc, elles essayent de s'en différencier un maximum, tout en s'appelant encore astrologie. Ça fait partie des joies de l'astrologie. Donc, ça me permet d'ordonner les problématiques. Chez Karl Popper, en fait, on parle de l'astrologie dans le premier chapitre de Conjecture et réfutation. Étant donné qu'il est 15h30, est-ce que ça veut dire qu'il nous reste 15 minutes? Alors, normalement, oui. Après, je ne sais pas si les gens sont prêts à rester un peu plus, 5 Ouais, minutes de plus. c'est pour que je sache parce que, bon, alors je me Il dépêche. dépend de 5 minutes. En fait, il en parle voilà, à page 60 de l'édition que j'ai notée tout en haut. Il en parle déjà pour illustrer le problème de l'induction, dont vous avez déjà parlé en cours. Et en fait, littéralement, il donne comme exemple les horoscopes et les biographies. Et réellement, quand l'astrologue s'entraîne à l'astrologie, que fait-il? Eh bien, il rencontre des gens, bien sûr, et puis il va essayer d'appliquer des cartes astrologiques à leur situation, et puis il va comprendre ce qui se passe. Mais il y a un entraînement qui est très efficace, c'est celui qui consiste à utiliser des biographies des personnages célèbres. Parce que là, on a déjà beaucoup d'événements de leur vie, et si on connaît leur date de naissance, eh ben, en fait, on peut, en théorie, interpréter les événements qu'ils ont traversés au cours de leur vie, donner du sens à des décisions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, voir d'où sortait une nouvelle idée, etc. Et l'astrologue est très, très friand de ça. Et très souvent, pour donner des exemples de choses qui marchent en astrologie, eh ben, ils vont prendre justement des exemples dans l'histoire de personnes célèbres et vous dire, regardez, à ce moment-là, il y avait Mars carré, etc. Et donc, si on cherche, c'est ce qu'ils aiment faire, par exemple, ce qu'on appelle une configuration astrologique, je vais dire par exemple Mars en carré au Soleil, s'il la cherche à un moment dans le thème de Galilée, dans le thème du général de Gaulle, dans le thème de n'importe qui, eh ben, par induction, c'est en tout cas comme ça qu'ils vont le présenter, ils peuvent dire, eh ben, vous voyez, Mars en carré au Soleil, quand cela se produit, alors, et on va essayer de trouver une explication et un petit peu ce qu'on peut tirer de Mars en carré au Soleil. Je pense que c'est ce dont parle en fait Karl Popper à un moment en disant qu'on a un nombre incalculable d'exemples chez les astrologues à ce niveau-là. Et donc, ça permet de parler du problème de l'induction parce que faire ce genre d'observation, ça ne prouve jamais rien. D'abord, c'est ce qu'on appelle des rétrodictions, c'est-à-dire qu'en fait, l'astrologue sait déjà ce qui s'est passé et donc les configurations et puis faire le tri. Et le problème, c'est qu'en général, ils sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cherry picking, c'est-à-dire que, oui, il y a plein d'exemples à partir desquels il va pouvoir donner une interprétation générale, et puis il y en a plein d'autres dont il ne va pas parler parce que finalement, ça ne marche pas. Et donc, on n'est pas dans une démarche, on va dire, scientifique. Autre chose que Popper voulait critiquer dès le départ, c'est le pouvoir explicatif apparent, alors de l'analyse, etc., qui en fait réussit toujours à rendre compte de tout et de n'importe quoi. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait gêné aussi en astrologie parce que finalement, je ne voyais pas la limite. Et avant que j'en sorte, je demandais aux astrologues, par exemple, je leur avais posé la question une fois, à quoi l'astrologie ne s'applique-t-elle pas? Et ça, c'est vraiment une question manifestement quasiment impossible à poser. Personne ne m'a jamais répondu. J'ai jamais eu de réponse alors que je l'ai posé à plein de personnes. Et c'est pas comme ça. La question, c'est à quoi elle s'applique. On essaye de l'appliquer, pas de voir quand est-ce qu'elle ne s'applique pas. Et donc, l'autre question que je posais qui en découlait, c'est l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse? Et ça buguait un petit peu au niveau mental, parce que non, si ça marche, c'est que c'est vrai, ça ne peut pas marcher en étant faux. Et en fait, aujourd'hui, moi, c'est vraiment l'essentiel de mon travail, c'est de montrer justement comment est-ce que l'astrologue peut avoir l'impression que ça marche alors que ce n'est pas le cas.
Il y a beaucoup d'autres exemples que j'ai à vous donner, mais s'il reste 10 minutes, je vais être obligé de passer. C'est vraiment dommage. Ouais. Pour ce qui est de Adler, qui Sinon, on répondait… aura un peu plus de temps et ceux qui doivent partir ils regarderont l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai que c'est enregistré. Ça gêne Ah, ouais. personne. Très bien. Bah, pour moi, en tout cas, ça serait très bien, oui. Ça serait très bien. Alors, dans ces cas-là, je continue. Oui, donc en page 62, il évoque la réponse d'Adler qui avait une explication finalement au contre-exemple posé par Popper, et son argumentation, c'était finalement que son expérience personnelle était tellement grande que c'est bon, il avait de quoi expliquer quand même ce qui paraissait être un contre-exemple. En astrologie, c'est pareil en fait. Les cartes astrologiques sont tellement complexes qu'il y a toujours une configuration quelque part, une position qu'on n'avait pas vue, qui va pouvoir nous permettre de retomber sur nos pattes. Et ce qu'il y a toujours d'extraordinaire, parce que je pense que c'est ce qui avait gêné Popper, il dit, mais pourquoi est-ce que cette explication-là, ce serait la bonne? C'est celle qui vient à l'esprit, mais pourquoi ce serait la bonne? Et en astrologie, c'est toujours pareil. Dès qu'on trouve dans une carte astrologique le moyen de rendre compte de ce qui nous gênait, ah ben c'est bon, l'astrologie est sauvée. Et c'est toujours la bonne. On ne voit jamais un astrologue se dire, bon, mais c'est peut-être pas la bonne explication, il y en a peut-être une autre. Non, non, c'est bon, une fois qu'il l'a trouvée, ça lui suffit, ça lui convient. Et ça, vraiment, c'est le genre de force apparente dont je comprends tout à fait puisque moi, finalement, ça m'obligeait à ne plus savoir comment faire la distinction entre le vrai et le faux, et on pouvait dire à peu près n'importe quoi. Et étant donné que l'astrologie n'a pas de mécanisme physique à proposer en explication, on ne peut jamais distinguer si un astre est en train d'agir à un moment et pas à un autre, pourquoi on privilégie tel astre plutôt qu'un autre. Ce sont des questions qu'on ne peut pas poser en astrologie. Donc, en page 65 aussi, il fait bien la distinction, même si ça apparaît sur deux lignes, entre des interprétations et les prédictions de l'astrologie. Donc les interprétations, c'est ce dont je viens de vous parler. Les prédictions, effectivement, c'est autre chose quand on essaie de prévoir l'avenir et que, en général, les prédictions sont assez vagues. Quand elles sont précises, ce n'est pas parce que l'astrologue a pu formuler une prédiction précise à l'aide de l'astrologie, c'est parce qu'en fait, il sait déjà quel est l'événement qui doit advenir, mais la question, c'est quelle va être la forme de cet événement. L'exemple classique, c'est les prochaines élections. Quand on approche des élections, mais on sait qu'il va y avoir des élections. On sait quels sont les candidats. Donc la question, ce n'est pas de prévoir s'il va y avoir une élection, c'est de savoir qui va gagner. Et donc, bah oui, c'est beaucoup plus facile d'être précis quand on a déjà beaucoup d'informations finalement sur un événement qu'on a à prévoir, en tout cas dont on a à prévoir le déroulement. Ensuite, comme le dit Popper, c'est vrai que les astrologues ne tiennent pas compte des résultats des contre-exemples qu'on leur donne. Quand il y a une erreur, une prédiction qui ne marche pas, on arrive toujours à trouver par une hypothèse ad hoc, une explication qui va permettre de retomber sur ses pattes. Et le fait que les astrologues ne veulent pas entendre parler des problèmes de l'astrologie, c'est un vrai problème, justement. Donc, ils sont les spécialistes en observation clinique, comme l'écrit Popper. Les observations cliniques, comme tous les autres types d'observations, sont des observations faites à la lumière de la théorie, c'est-à-dire qu'on cherche comment on pourrait expliquer les choses par l'astrologie, par exemple. Et le problème, c'est qu'il y a des tas de questions qu'on ne se pose pas, notamment se dire, mais et si l'explication n'était pas astrologique du tout? Peut-être que l'astrologie ne s'applique pas à ce moment-là. Ou alors peut-être que ce n'est pas la première configuration que j'ai vue qui est l'explication. Donc moi, une critique que j'ai faite dès le départ, c'est de me dire, mais pourquoi on utilise le bélier, le taureau, les gémeaux? D'où viennent ces symbolismes, ces symboles et ces symbolismes associés? Et en fait, on voit que les constellations qu'on utilise ont été nommées bien avant la création de l'astrologie telle qu'on la connaît en Grèce. Donc en fait, ce sont des choses qui se sont imposées aux astrologues, ils font avec. Pareil, quand on leur demande pourquoi 12 signes, il n'y a pas d'explication. Le 12 est arrivé là pour des raisons astronomiques, on va dire, mais les astrologues n'ont pas d'explication pour dire il y a 12 signes et pas 11 et pas 13 et pas 42. Le fait d'appliquer les saisons aussi à l'astrologie, ça amène à des absurdités, comme le lion qui naît en été, donc qui est flamboyant, etc. S'il naît en Australie, il n'est pas en été, il naît, on va dire, en hiver ou quasiment.
Et il y a des astrologues qui n'ont encore pas compris qu'il y avait cette contradiction et qu'on ne pouvait pas justifier des signes astrologiques à partir de ces saisons de l'hémisphère nord et en général autour de la Méditerranée. Et puis, Popper présente aussi l'astrologie dans une note de bas de page en parlant de Newton et de la gravitation universelle, en disant, mais finalement, par induction, quelque part, les astrologues ont toujours dit qu'il y avait bien une influence universelle à l'échelle du cosmos, et finalement, quelque part, Newton l'a trouvé. Et moi, j'aime bien donner cet exemple-là justement dans mes confs, en disant, mais oui, s'il existait une loi universelle, ça permettrait peut-être de prouver l'astrologie. Eh bien, pas de chance, on l'a trouvé. En tout cas, on en a une qui correspond bien à ce qu'on cherchait. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive rien à justifier de l'astrologie par la gravitation. Au contraire, même, on arrive encore à des tas de contre-exemples. Et finalement, cette loi universelle qu'ils espéraient tous, qu'on a trouvée, au lieu de valider l'astrologie, au contraire, elle l'a détruit. Et donc, à propos des réfutations, parce que c'est quand même la question de base, en fait, donc l'astrologie a été testée. Pour aller très vite, donc, on a essayé d'en déterminer la fausseté, puisque Popper définit falsifier comme déterminer la fausseté ou pas d'un énoncé. En fait, si on regarde déjà pour des choses très basiques dans le ciel, ce qu'on appelle les signes astrologiques, donc on peut regrouper dans une couronne géométrique très très régulière qui est ici, ne recouvre pas exactement les constellations, qui sont un autre moyen de repérage de position des astres dans le ciel. Si vous regardez par exemple la constellation de la Vierge, elle est bien plus large qu'un signe. Et en plus, avec le temps, les constellations se décalent, puisque la constellation de la Vierge n'est même plus en phase du signe de la Vierge. Alors cette représentation-là, ce n'est pas une représentation physique, mais c'est pour dire qu'en fait, le ciel des astrologues, qui est le ciel des signes, ce n'est pas le ciel réel. Donc quand les astrologues renvoient l'astrologie au cosmos, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça finalement. Ça l'était il y a longtemps quand on ne se posait pas ces questions-là, mais quand on va dans le détail, c'est différent. Ensuite, si on regarde cette image-là, ici, sur la gauche et sur la droite, on a la même représentation du ciel. Ici, on a la constellation du Lion exactement, même si je ne l'ai pas dessiné. Et en fait, le ciel réel tel qu'on le verrait, je crois que c'est en 2022, je ne sais plus à quelle date, il ressemblerait à ça, c'est-à-dire des étoiles partout, le Soleil. Et puis ici, on a Mercure, ici, on a Jupiter, et ici, on a Vénus. On pourrait appeler ça le ciel des astronomes, c'est le ciel réel. Si les astrologues représentent leur ciel dans leur carte astrologique, ça revient en fait à ça. Et réellement, les astrologues travaillent sur cette représentation-là, c'est-à-dire une représentation où il n'y a plus d'étoiles et où les planètes sont alignées avec le Soleil, en fait, sur une ligne qu'on appelle la ligne écliptique. Donc, vraiment, le ciel des astrologues n'est pas du tout un ciel réel, c'est un ciel virtuel. Autre exemple astronomique, très rapidement, on a découvert Pluton en 1930, même si Pluton n'est plus une planète, on va dire, majeure, mais mineure aujourd'hui, ça reste quand même une planète et les astrologues continuent de l'utiliser. Et Pluton, en fait, c'est une planète qui s'éloigne beaucoup du centre du zodiaque. Si le zodiaque, on le suit ici, la bande régulière, et que donc là, moi j'ai tracé une orbite de Pluton, c'est-à-dire la planète bleue, et en fait, on voit qu'elle passe son temps en dehors du zodiaque. Donc le zodiaque antique ne permet pas de repérer Pluton. Ça, c'est un problème, voilà, les astrologues ne savent pas quoi en faire. En 2003, on a découvert un autre corps céleste de la taille de Pluton, qui s'appelle Eris. Lui, il s'éloigne encore beaucoup, beaucoup plus du zodiaque. Donc en fait, vraiment, le zodiaque, ce n'est pas quelque chose d'astronomique. Donc les fondements astronomiques de l'astrologie ont été réfutés depuis un moment. Et donc, moi, je vous ai défini l'astrologie au début comme une discipline qui tentait d'interpréter le lien entre les astres et les hommes. Et comme on le voit, en fait, les astres, ce sont juste des points géométriques. Et puis, le ciel des astrologues, ce n'est pas le ciel réel. Donc, finalement, quel est le lien que les astrologues essayent de décrypter? Parce que c'est quelque chose qui relierait finalement, alors je me suis trompé, ce n'est pas des astres, ce sont des hommes et des points géométriques. D'un point de vue métaphysique, ça fait tout de suite moins sens, en fait. Ensuite, en termes toujours de réfutation et de test, on a, comment dire, les astrologues ont l'impression que pour parler de prédiction, il faut parler du futur. Mais en fait, non. Si j'essaie de deviner quel était l'événement qui est arrivé à n'importe quel homme célèbre dans le passé
à une date précise, je peux faire une prédiction si je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Donc en fait, prédire, c'est juste faire des hypothèses sur le réel, que ce soit demain, hier ou aujourd'hui. Et donc, tester l'astrologie de naissance, c'est tester quelque part les prédictions de l'astrologie. Donc, il y a plein de prédictions, de tests qui ont été organisés. L'une des références, c'est l'expérimentation de Carlson dans les années 80, qui a testé vraiment avec des astrologues l'astrologie de naissance, en proposant notamment à des astrologues de monter des thèmes astrologiques et ensuite de les présenter à des sujets en demandant aux gens de reconnaître celui qui était le leur. Donc l'idée, c'était de leur donner 3 thèmes différents, 3 cartes de naissance avec 3 descriptions astrologiques et qui déterminent laquelle était la leur parmi les 3. Et ils réussissaient dans 33% des cas, c'est-à-dire vraiment une chance sur 3. Le contre-test, je dirais, dans cette expérimentation-là, c'était de faire passer des tests psychologiques au sujet, de donner les résultats des tests à des astrologues. Donc, on leur donnait 3 tests psychologiques avec une date de naissance. Et il fallait qu'ils retrouvent quelle était la bonne date, quel était le bon portrait psychologique. Et donc, même chose, ils réussissaient dans 33% des cas. Donc, vraiment, ça ne marchait pas. Et pour ça, donc, Carlson a vraiment contacté des associations officielles d'astrologie renommées. Donc, en théorie, ce sont les meilleurs astrologues qui ont participé, mais ça n'a pas marché. Ensuite, en termes de prédiction, des fois, les astrologues prévoient des choses imprévisibles. Par exemple, lors de l'affaire DSK, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause du drame aux États-Unis, il y a une astrologue, Meredith Duquesne, qui avait prédit qu'il ne pourrait pas se présenter parce qu'il serait rattrapé par je ne sais plus peut-être même quelle affaire en justice. Et donc, magnifique, elle avait prédit donc ce qui était arrivé à Dominique Strauss-Kahn, DSK. Et en fait, moi, en allant chercher, fouiller sur son site internet, ça a été très long, mais j'ai trouvé une autre prévision qu'elle avait faite 2 ans plus tôt, où à la même date, elle prévoyait au contraire que Dominique Strauss-Kahn serait au plus haut de sa renommée et qu'il soit il serait élu président de la République, soit il serait à un poste élevé. Et donc finalement, dans quelle mesure avait-elle prédit ce qui arrivait à DSK si 2 ans plus tôt, elle avait prédit le contraire? Et en fait, les astrologues font tellement de prédictions que parfois, pour ne pas dire régulièrement, certaines se recoupent en date, mais ils les ont oubliées parce qu'ils en font des centaines toute l'année. Et résultat, c'est très difficile d'évaluer, en tout cas pour eux, de prouver que leurs prédictions sont bonnes, parce qu'il n'y a pas de méthodologie. Donc ça aussi, à ce niveau-là, ça a été vraiment réfuté. Ensuite, quand, par exemple, la crise financière de 2008 s'est produite, les astrologues ont commencé à dire qu'ils l'avaient prévu, qu'ils avaient prévu qu'il y aurait des problèmes. Mais quand on va chercher vraiment les dates de leurs prédictions, on se rend compte que la crise avait déjà commencé. Donc elle commençait juste, et eux sentaient venir le truc. Ils ont commencé à prédire que ça allait mal se passer. Mais ok, mais ça avait déjà commencé. Donc dans les journaux, on pouvait lire que de toute façon, ça n'irait pas. Donc les biais de prévision sont très nombreux en astrologie, mais il n'y a aucun astrologue qui s'y est intéressé. Alors que ce serait normal qu'ils aient fait, commencer une forme de théorie de l'erreur là-dessus. Juste pour le plaisir, ce qu'on appelle la fécondité du faux, c'est que des fois, les astrologues se trompent de date et ça marche quand même. Alors que ça ne devrait pas, puisqu'il faut que ce soit précis à la minute près quand on monte une carte de naissance. Et donc, il y a plusieurs exemples. Au niveau des horoscopes de presse, il y a quelques années, une journaliste a montré qu'il y avait une astrologue, Alexandra Marty, qui n'existait pas. Et donc, tous les horoscopes dans différents journaux qui étaient signés Alexandra Marty étaient en fait tirés au sort. Donc, il n'y avait pas de... on n'est jamais plein. Il y a aussi la date de Staline, qui est, dont on s'est rendu compte début 2000 qu'elle était fausse. Et ça veut dire que pendant des dizaines d'années, des astrologues s'en sont servis pour notamment s'entraîner sur l'astrologie, montrer qu'elle marchait bien, qu'on pouvait reconstituer la vie de Staline, ce genre de choses, mais à partir d'une date erronée finalement. Et ça, par contre, les astrologues ne l'expliquent pas. Moi, je leur pose vraiment la question. En ce moment, j'en ai même qui commencent à me dire, bon, ok, votre exemple me pose problème. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, d'un point de vue rationnel, matérialiste, ça montre que finalement, si l'astrologie, ça marche, il n'y a pas besoin que ce soit pour des raisons astrologiques. Il y a peut-être d'autres raisons. Et donc, en tout cas, pour ce qui est de déterminer la fausseté de l'astrologie, on l'a déjà fait en long, en large et en travers. Et oui, et comme je ne me suis pas mis en pleine page, c'est pour ça que je n'ai pas accès à mes animations. D'accord. Bon, tant pis. Pour terminer, en fait, donc je pense qu'on peut montrer que c'est bon, on a démontré que l'astrologie
comment dire, été falsifié au sens propre du terme. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Voilà. Mais qu'en pensent les astrologues? Et le problème, c'est que les astrologues, quand ils se retrouvent face à ces tests qui ne marchent pas, en fait, eux sont dans un raisonnement circulaire, c'est-à-dire que, mais si, ça marche forcément, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la bonne explication. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, ils ont une posture non causale, parce que on a tellement montré que ça ne pouvait pas marcher causalement, que c'est plus simple de dire que non, mais il n'y a pas de cause, ce n'est pas matériel, il y a pas de synchronisation qu'on ne peut pas expliquer. Alors, Jung, le psychologue, avait parlé de synchronicité. Alors, c'est bien pratique, les synchronicités, parce que si telle configuration est là à tel moment d'un événement, ça ne doit pas être par hasard. Le problème, c'est qu'en disant ça, l'astrologue parle d'une configuration, mais comme il y en a toujours des dizaines à côté, ça veut dire que les autres, elles, sont là par hasard ou pour rien. On ne sait pas, enfin, c'est trop juste comme explication. Et puis, il y a plein de moyens de s'en sortir en disant que, oui, c'est toujours l'astrologue qui se trompe, c'est jamais l'astrologie, parce que sinon, ça se saurait. Pour les expérimentations, elles échouent, mais c'est parce qu'il y avait de mauvais astrologues, parce qu'elle a été mal organisée, parce qu'on n'a pas testé le bon paramètre astrologique. Donc, il faudrait refaire une expérimentation pour en tester un autre, et puis avec de nouveaux astrologues. Et en fait, c'est sans fin. La carte là que j'ai mis à l'écran, en fait, c'est si on s'amuse à regrouper à peu près tous les astres, et puis il y a plein de points complètement fictifs que les astrologues ont mis dans le zodiaque au fil de l'histoire. Si on les met tous ensemble, en fait, il y en a de partout. Et quelque part, il y aura toujours quelque chose qu'on n'a pas testé, vérifié, etc. Mais le problème, c'est que moi, je retourne l'argument en disant, mais aucun astrologue ne peut tenir compte de tous ces paramètres. Donc finalement, la complexité, c'est une défense qui est à double tranchant. C'est-à-dire que pour moi, l'astrologue, au contraire, lui est obligé de sélectionner ce dont il va parler pour son interprétation. Et finalement, il ne suit pas seulement les positions des astres, il va choisir lui-même ce qu'il va utiliser. Donc, il a un rôle, en fait, dans l'histoire. Mais pour eux, non, ça ne suffit pas. Et donc, le problème, bien sûr, c'est qu'ils ne tiennent pas compte des résultats négatifs et c'est limite une ingérence sceptique de leur imposer ces résultats négatifs. Et comme c'est gênant, que ça provoque des dissonances chez eux, en fait, en général, les critiques ne sont pas parmi eux. Donc, les nouveaux astrologues qui arrivent ne connaissent même pas les critiques et ils pensent qu'elles n'existent pas. Et donc, ça a des conséquences collectives. On rebondit avec les aspects politiques définis dans le cours. C'est-à-dire que dans les médias, les astrologues ne parlent jamais des problèmes de l'astrologie, et souvent parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc, les journalistes donnent la parole à des astrologues qui ne sont pas contredits, ou alors on laisse la parole à un sceptique, mais pas trop longtemps parce que c'est désagréable, parce qu'il vient de dire des choses quand même qui contredisent, donc ça crée des tensions. Et le problème, c'est que le public a l'impression que l'astrologie est là depuis toujours, qu'elle a été prouvée, surprouvée, validée tant qu'elle veut, tant qu'on veut, alors qu'en fait, c'est le contraire. Et finalement, ça a des effets jusque dans la société. Quand on voit l'astrologie utilisée dans le recrutement professionnel, par exemple, quand elle est dans les horoscopes de presse, dans les médias, dans les radios, dans les transports en commun lyonnais, donc les enfants notamment tombent dessus. Est-ce que c'est normal que des enfants puissent avoir accès à de l'astrologie comme ça? Intellectuellement, ils ne sont peut-être pas armés pour savoir quoi en faire. Et d'autres défenses, c'est que en fait, les interprétations astrologiques sont toujours potentielles. Si ça marche, c'est bien que l'astrologie marche, mais si ça ne marche pas, peut-être que la personne a fait en sorte que ça ne marche pas. Donc, en termes de falsifiabilité, je pense qu'un point de vue extérieur, l'astrologie a été falsifiée, mais si on parle de l'astrologie en tant que discipline, et puis le problème, c'est laquelle? Parce que les astrologues, eux, vont réagir différemment, comme je vous l'ai dit, ça dépend des astrologies, des astrologues, des techniques. Et puis en fait, on pourrait toujours penser que toutes les astrologies sont fausses, mais qu'il y a quand même une influence astrale. Et ça, c'est pour moi un vrai problème, parce qu'on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas d'influence astrale. Et donc, c'est à ce niveau-là, s'il y avait vraiment le petit point qui pourrait permettre de dire que l'astrologie est irréfutable, en fait, c'est l'hypothèse d'une influence astrale qui n'est pas réfutable. On peut toujours dire qu'on en envisagera une un jour, à laquelle on n'a pas pensé aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je prends la posture inverse de celle des astrologues, c'est comme ça que j'en suis sorti. Au début, c'était pour faire le ménage, faire le tri, comme Descartes, tout reprendre à zéro. Et finalement, j'ai tout remis en question et je n'ai plus rien gardé, je suis devenu sceptique. Et donc voilà, je m'arrête ici en fait.
Merci beaucoup. Du coup, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je Oui, pense merci qu'il y beaucoup. a encore un peu de temps. Oui, alors Écoutez, avec plaisir, si vous avez des questions. Moi d'ailleurs, j'en ai une, donc j'attends de voir si les étudiants ils en ont. Et puis, je poserai la mienne. écoute, je pense que tu peux y aller parce que pour l'instant, ça peut être le Ouais. cas. En attendant, est-ce que du coup, en dehors de l'idée d'influence astrale, est-ce qu'il y a des communautés savantes d'astrologues qui partagent d'autres, on va dire, éléments théoriques ou est-ce qu'ils arrivent, déjà, est-ce que ça existe, des sociétés savantes d'astrologues, en française ou internationales, et est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur d'autres éléments théoriques autres que juste l'influence astrale? En fait, comment dire, le milieu astrologique français, par exemple, c'est un milieu de chapelle. C'est-à-dire qu'il y a des associations d'astrologues ici et là, qui en général sont montées par un personnage charismatique, qui lui-même peut avoir imaginé une nouvelle astrologie, et il n'y a pas vraiment de discours collectif, collectif. Donc, l'idée de monter une revue de référence, ça a toujours existé. Il y en a une qui, je crois, a arrêté de paraître il y a quelque temps, qui s'appelait l'Astrologue, tout simplement. Mais le problème, c'est que c'est plutôt certains astrologues qui s'exprimaient dedans que d'autres. Et puis, ce ne sont jamais vraiment des débats. On n'a pas vraiment d'échange d'idées pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'astrologie et comment avancer. Donc, déjà de ce point de vue-là, et ensuite, le niveau lui-même, c'est jamais ou exceptionnellement des universitaires qui s'y expriment. Donc, qu'est-ce qu'on appellerait savant dans le milieu astrologique? Donc, en tout cas, en France, moi, je n'en connais pas. Au niveau international, je ne sais pas trop. Les Français n'ont pas trop de relations, d'ailleurs, avec le reste du monde. Probablement un problème de langue. Mais en fait, si, il existe une revue qui s'appelle Correlation, en anglais, qui, justement, est une revue universitaire dans laquelle des astrologues publient depuis des dizaines d'années. Mais le problème, c'est qu'ils ne publient pas vraiment dans d'autres revues. Alors donc, c'est pas évident de parler de société savante. Ensuite, dans des explications alternatives, il n'y a pas vraiment comment dire, de concept autre que est-ce qu'il y a une influence physique? En fait, ça consiste surtout à dire qu'il n'y a pas d'influence physique, qu'il y a autre chose, mais par contre, on ne sait pas quoi. Donc, l'explication au sens propre du terme n'intervient plus. C'est vraiment l'application qui compte. Je ne suis pas sûr que ça réponde bien à la question, mais Si, c'était très ouais, clair. c'est ça. Voilà. Ouais, franchement, des théories, il n'y en a pas, il y en a pas vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question? J'ai juste une question, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas vraiment à comprendre, c'est comment les astrologues, du coup, arrivent à réconcilier le fait que leur postulat de base, c'est que les astres ont une influence sur les hommes, et que leur modèle ne correspond plus aux astres réels. Donc, un peu ce dont je parlais là. Mhm. Euh, Comment dire, la position, je dirais, de retranchement, je pense, ça consiste à dire, comment dire, que c'est symbolique. C'est en général, moi, ce que j'entends. C'est-à-dire que ce ne sont pas des positions réelles, mais ce sont des positions symboliques. Donc, le tout, c'est qu'on puisse s'en servir. Alors, d'accord, on sait que les planètes ne sont pas alignées, d'accord, on sait que les signes ne sont pas vraiment sur les constellations, d'accord, on sait que, mais, et ça, on retombe toujours là-dessus, ça marche. Donc, en fait, c'est presque le retournement du mystère. C'est-à-dire, pour un astrologue, c'est encore plus mystérieux que ça marche, vu tous les contre-arguments qui existent. Alors que pour nous, plus il y a de contre-arguments, plus on se dit, bon, ça vaut rien. Alors pour un astrologue, c'est limite, ça donne encore plus de valeur à sa discipline. Mais alors pourquoi ça marche quand même? Donc l'histoire de la conciliation, en fait, pour moi, c'est vraiment une question qui est plutôt mise de côté réellement. D'accord, merci. Du coup, on peut dire que c'est une pratique sans théorie, vraiment, en fait. Ah ouais, pour moi, il n'y a pas de théoricien de l'astrologie. Si tout dépend de ce qu'on appelle un théoricien,
Mais réellement, moi, une de mes premières découvertes à moi, quand j'étais croyant, quand j'ai commencé à démonter tout ça, un jour, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lien entre les fondements de l'astrologie et ses pratiques. Et je me suis rendu compte de ça en me disant, mince, mais quand un astrologue se trompe, c'est jamais la faute de l'astrologie. Et puis quand on interroge les fondements, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi 12 signes, pourquoi tels angles et pas d'autres, on n'a pas d'explication non plus. Mais par contre, on pratique quand même. Mais le système n'est jamais remis en question et on n'essaye pas de voir quelles implications il y a de la théorie à la pratique vraiment. Donc, pour moi, oui, il n'y a pas de théorie. Je dirais presque que je suis le premier à essayer d'en proposer une, ce que j'appelle une théorie de l'erreur. C'est-à-dire essayer de faire un peu la liste de tout ce qui ne va pas, mais voir ce qu'on peut en tirer et comment on peut rendre compte des pratiques des astrologues réellement, en fait. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'astrologie qui soit vraie derrière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Je vais vous libérer. Et merci beaucoup, Serge Brett-Morel, d'être intervenu. Eh ben, merci bien. Merci encore pour l'invitation. De rien. Et puis, on se recontacte par mail pour les formalités. Bien sûr. Et bonne journée à tous, alors. Bonne journée à tout le monde et encore Bonne merci. journée et merci. Merci beaucoup. Merci Bonne journée, au revoir. Au revoir.